C'était la grande idée de Gallifet, hein, passer l'éponge. Il fallait qu'on n'en parlât plus. Du reste, pas mal de journaux, y compris même le Figaro, qui avait pris fait et cause pour Dreyfus, disaient depuis plusieurs mois, c'est une affaire qui empoisonne la vie politique française. L'année prochaine, 1900, c'est de l'exposition internationale. Le monde entier va venir à Paris. Il ne faut pas que les étrangers aient le spectacle de Français qui se dévorent le nez. Alors passons l'éponge. Si bien qu'effectivement, à la fin de l'année 99, Waldeck-Rousseau va déposer un projet d'amnistie tout de suite voté du reste, qui signifie ceci. Entendu, l'innocent n'ira plus au bail, l'innocent est gracié. Quant au coupable, on n'y touchera pas. Ce qui va faire dire à un journaliste de gauche qui s'appelait Julien Binda, et qui écrit ça dans la Revue Blanche, depuis 5 ans. On nous répète que nos généraux sont insoupçonnables, et maintenant on s'empresse de les amnistier d'avance. Toujours est-il que le tour était joué, l'armée était sauvée, Gallifet envoie une circulaire à tous les chefs de corps en leur disant « L'incident est clos ». C'est assez beau, hein, ce mot « incident » à propos de l'affaire Dreyfus. L'incident est clos, qu'on n'en parle plus. C'était du beau jeu, hein, c'était bien travaillé. Il s'agissait maintenant de passer à la grande politique. Ah ça, c'est plus Gallifet qui s'en occupe, c'est Waldeck-Rousseau. La grande politique. Comme il a admis un socialiste dans son cabinet, comme il compte sur l'appui des voix socialistes, il va donner une apparence de satisfaction à l'extrême gauche en laissant s'organiser à Paris le 19 novembre 1999, une énorme manifestation républicaine. On allait ce jour-là inaugurer la statue de la République de Dallou, vous savez, la belle statue de la République, avec ses seins nus, avec un lion, avec la justice, etc. Et il autorise, Waldeck-Rousseau, un défilé révolutionnaire où il laisse venir des drapeaux rouges, et il va y avoir 500 000 ou 300 000 Parisiens d'extrême gauche qui vont défiler entre la nation et la Bastille en acclamant la République et en conspuant les curés. C'était assez amusant, vous savez, de penser que les flics étaient là, comme d'habitude. Les flics devaient, toutes les fois qu'on voyait des drapeaux rouges, se jeter sur les drapeaux rouges pour les casser. Et Péguy nous racontera, dans un très bel article qu'il avait publié dans le Mouvement Socialiste, nous racontera cette manifestation où les flics étaient médusés, ils étaient là par ordre, organisant simplement le service d'ordre, regardant avec des yeux terrifiés ces drapeaux rouges, se laissant engueuler par la foule. Le président de la République était là, le président du Conseil était là, il saluait au passage le drapeau rouge, tout le monde chantait l'Internationale, l'immense et grave Internationale, comme dit Péguy. Enfin, ça avait été la grande fête révolutionnaire. On pouvait croire que ça y était, hein, que c'était vraiment la République qui était fondée. Mais d'autre part, Waldeck-Rousseau avait pris à part Caillot et lui avait dit « Écoutez, mon ami, n'allez pas trop fort, cette question de l'impôt sur le revenu, les temps ne sont peut-être pas mûrs. » Et Caillot, je dois le dire, qui était ambitieux, avait accepté de ne présenter que mollement son projet d'impôt sur le revenu. Quant à Mitterrand, le socialiste, l'unique socialiste du ministère, il était ministre du Commerce et de l'Industrie. Et je voudrais vous apporter là une citation du journal Le Temps, le journal des grandes familles protestantes, le journal sérieux et objectif, qui disait, après tout, c'était en juin 1900 qu'il écrivait ça, Le Temps, après tout, les idées de M. Mitterrand ne diffèrent pas essentiellement de celles des plus modérés de ses prédécesseurs. Bon, c'était donc tranquille de ce côté-là. Oui, mais enfin, il y avait une certaine urgence, quoi. Il fallait défendre la République. Et le fait est qu'il fallait la défendre sur 2 points. D'une part, du côté des militaires, on ne va pas poursuivre les généraux à cause de leur push. Pas du tout, on ne poursuivra que les civils. Hein. Les généraux, on n'en parlera pas. Mais il faut de même la surveiller, cette armée. Alors, comme Waldeck-Rousseau a vu Gallifet le quitter, pour des raisons personnelles, en mai 1900, Waldeck-Rousseau a appelé à la place de Gallifet un autre général républicain, celui-là tout à fait, qui s'appelait le général André. Et le général André va exercer une réelle surveillance sur l'attitude politique des militaires afin qu'ils ne se compromettent pas une seconde fois. Ça, c'est pas très important. Ce qui est très important, c'est qu'étant donné qu'il y a cette poussée socialiste et une montée des faubourgs, enfin pour réclamer un peu de justice sociale, pour pouvoir vivre, pour pouvoir respirer et élever leurs gosses, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Waldeck-Rousseau va recommencer le coup de Jules Ferry. Vous vous rappelez que Jules Ferry, en 1979, s'était dit « mais il y a un danger rouge qui commence à revenir ». Alors il faut absolument faire une diversion salvatrice. Il faut orienter l'esprit des masses, non pas du côté des coffres-forts, mais du côté des curés. Et le fait est, vous savez, qu'en 1900, les ecclésiastiques français s'étaient mis de nouveau, comme sous MacMahon, dans un bien mauvais cas. Ils avaient pris parti massivement contre Dreyfus. Les gens qui défendaient Dreyfus disaient « nous parlons au nom de la justice et de la vérité ». Et on voyait la presse catholique ridiculiser ces mots-là et appeler les Dreyfusards les justiciards et les véritards. Je vais vous apporter des citations. L'archevêque de Toulouse, par exemple, à la veille des élections de 98, avait lancé à ses diocésains un mandement où il dit « On ose s'en prendre maintenant à nos chefs militaires. C'est une véritable insurrection contre la justice. Ce que veulent les gens de gauche, c'est réhabiliter un traître, Dreyfus, et accabler un innocent. » C'était Esterhazy.
Il y avait La Croix, qui était le grand journal des Assomptionnistes du révérend Père Bailly, La Croix avec ses 108 éditions provinciales qui faisaient 1 million d'exemplaires. Et La Croix se déchaînait contre les Dreyfusards. Et La Croix disait qu'il fallait absolument arracher la France aux traîtres. Il y avait eu une souscription lancée par la libre parole de Drummond, souscription en faveur de la veuve du colonel Henry, l'homme qui avait fait le faux et qui avait avoué faire le faux et qui s'était suicidé. Alors on avait vu dans cette souscription des choses abominables. 300 ecclésiastiques qui avaient officiellement, avec leur nom, participé à la souscription, 3 curés demandant, donnant 100 sous pour appliquer, écrivait-il, pour appliquer leurs 30 doigts sur la figure immonde du juif Renac. Il y avait un certain abbé Cross qui avait osé écrire ceci pour une descente de lit en peau de youpin afin que je puisse la piétiner le matin et le soir. Il y avait le révérend père Didon à une distribution des prix d'un collège religieux, bien sûr, sous la vice-présidence du général Jamon, qui était du Conseil supérieur de la guerre. Il faut sévir, il faut frapper, avait dit le révérend père Didon. La force armée, ainsi employée, n'est plus une puissance brutale, elle devient énergie bienfaisante. Il y avait la revue romaine, catholique, Civilta Catholica, des jésuites, qui avait dit, on parle d'une erreur judiciaire. Bien, je vais vous indiquer, disaient les jésuites, quelle a été la véritable erreur judiciaire. Elle a été commise par la Constituante, qui l'a commise en 1791, quand elle a accordé des droits civiques aux Juifs. Vous voyez, il y avait tout de même quelque chose à faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Valdez-Crousseau? Il se rend bien compte qu'il y a 52%, vous entendez, 52% de la population scolaire française qui est entre les mains de l'Église. Il sait d'autre part que ce que l'on appelle les biens de main morte, c'est-à-dire qui échappent au droit de succession, s'élève du côté des couvents à plus d'1 milliard. Alors il va faire sa fameuse loi de juillet 1901, loi des associations, loi parfaitement libérale. C'était très malin d'avoir glissé dans cette loi libérale un certain article. Toutes les associations, il suffit qu'elles se déclarent pour être autorisées, sauf les jésuites, sauf les congrégations. Faites attention, Valdez-Crousseau était un homme malin et qui ne voulait pas pousser très loin cette persécution, si l'on peut appeler ça persécution. Il était de la ligne de Ferry, donc vous vous rappelez qu'après que Ferry, dans son article 7, avait dit expulsion des jésuites, dès les années suivantes, il les avait laissés tous rentrer. Ils étaient tous là, les congrégations avaient de nouveau leur puissance. Mais voilà que Valdez-Crousseau est malade. Il a un cancer au foie. Et cet homme de 53 ans va être emporté dans l'année 1902, qui est justement l'année de nouvelles élections. Ces élections avaient été préparées furieusement par la droite, au point que dans un pèlerinage d'hommes qui s'était déroulé en avril 1901 à Lourdes, le révérend père Coubet, qui s'était adressé à ces pèlerins, qui n'auraient pas dû les appeler mes frères, mes messieurs, puisque c'était un slogan électoral qu'il leur apportait, il leur avait dit, ce révérend père Coubet, l'année prochaine, dans moins d'1 an, il va y avoir des élections. Il n'y aura que 2 candidats aux élections. Il y aura Jésus-Christ d'un côté et Barabbas de l'autre. Jésus-Christ, bien entendu, les conservateurs, Barabbas, les républicains. Et bien, malgré toute cette agitation, c'est encore les républicains qui avaient gagné. Ils avaient une très considérable majorité et on voyait de nouveau l'Alliance démocratique, c'est-à-dire l'ancien centre-gauche, qui faisait de l'anticléricalisme militant, sachant qu'ainsi il se protégeait. Qui va prendre le pouvoir maintenant, puisque Waldeck est malade et s'est retiré? Eh bien, c'est ce qu'on appelait le vieux père Combe. Il a 67 ans, c'était un sénateur de la Vendée, qui autrefois avait été séminariste, avait pensé qu'il n'avait pas la vocation, s'était fait médecin, un homme de paix, vous savez, un homme tranquille, extrêmement désintéressé et loyal, en ce sens que dans son programme, il va mettre l'impôt sur le revenu, la nationalisation des chemins de fer, et même les retraites ouvrières, et lui, il a l'intention de le faire. Alors que je vous ai dit que Valdez-Crousseau avait mis un programme fictif, rassurant le président de la République, disant « je ne le ferai jamais ». Il s'agit d'abord de lutter contre le péril clérical. Alors, toutes les autorisations demandées par les congrégations vont être massivement refusées par le petit père Combe. Attention, on nous dit toujours massivement, ça veut dire toutes les congrégations sont mises à la porte, ce n'est pas vrai. Père Combe avait décidé que les religieuses contemplatives seraient autorisées à continuer, les sœurs des pauvres et religieuses hospitalières aussi, et du côté des congrégations masculines, les missionnaires, les cisterciens et les trappistes. J'ajoute que le père Combe, personnellement, était un croyant. Certes, il n'était pas catholique, mais c'était un spiritualiste. Il va faire mettre sur sa tombe, du reste, nous nous quittons dans le brouillard et nous nous retrouverons dans la lumière. Il est certain qu'il va s'établir en France à ce moment-là un climat pénible. Les officiers sont surveillés, les fonctionnaires sont surveillés. Et je me rappelle, pardonnez-moi un souvenir personnel, je me rappelle parfaitement que dans ma famille, mon père, qui était très républicain et très anti-religieux, était inquiet parce que sur la demande de ma mère, il nous avait laissé faire notre première communion. Et il s'est dit, la fille d'un fonctionnaire, le fils du fonctionnaire, qui va à l'église, qui va au catéchisme, va faire la première communion, je vais peut-être être évoqué. Il avait peur. Il est parfaitement vrai qu'il y a eu un climat de suspicion. Mais avant de nous indigner, il faut penser un peu que c'était simplement le retour du balancier, vous savez.
C'était la première fois que les catholiques étaient persécutés, mais Dieu sait, ils avaient persécuté les autres. Hein. Pensez un peu à ce qui s'était passé sous Charles X. Et bien plus près de ça, pensez à ce qui s'était passé sous MacMahon en 77. À ce moment-là, c'était le fonctionnaire dont les enfants n'allaient pas à la messe qui pouvait être évoqué. Pensez à M. de Vigny, l'incroyant M. de Vigny, qui à ce moment-là se rapprochait de l'Église, dont j'ai retrouvé une dénonciation qu'il faisait au pouvoir en disant attention à ce juge de paix de tel endroit de la Charente, il avait son château en Charente. Ah, il faut frapper ce juge de paix, figurez-vous qu'il conseille aux filles de ne pas se marier à l'Église. Bon, ça a été un climat pénible, mais c'était simplement le contre-coup. Du côté de l'armée, effectivement, il y avait également des surveillances, et même la franc-maçonnerie ajoutait des indications, fournissait des fiches, donnait des renseignements sur les militaires. La franc-maçonnerie, entre les années 1902, 3 et 4 où nous sommes maintenant, elle faisait exactement, mais en sens inverse, ce qu'avait fait sous Charles X la fameuse congrégation, qui elle aussi surveillait les officiers, surveillait les fonctionnaires et dénonçait les malpensants. Père Combes a vraiment eu l'idée, une fois qu'on aura triomphé, et il va triompher rapidement, de cette espèce d'insurrection cléricale, Père Combes a vraiment l'idée de passer maintenant à d'autres choses, c'est-à-dire à son programme social. Et il veut faire l'impôt sur le revenu. Alors à ce moment-là, ceux du centre-gauche, qui s'appelle maintenant l'Alliance démocratique, qui le soutenaient jusqu'alors, disent « Ah non, minute, attention, pas ça. On veut bien être avec vous tant que vous êtes contre les curés, mais si jamais vous vous tournez du côté de l'impôt sur le revenu, pas question. Et on ne peut pas le dire ouvertement. C'est impossible. » Alors ils vont trouver une astuce. L'astuce de la droite et du centre-gauche sera la fameuse histoire des fiches. On en parle encore aujourd'hui. On dit qu'il y a un député courageux qui s'appelle Guyot de Villeneuve qui est monté à la tribune en novembre 1904 pour dire c'est tout de même un régime abominable. En fait, tout de même, qu'est-ce que c'est que ces fiches sur chacun des fonctionnaires, sur chacun des officiers, des fiches fournies par la franc-maçonnerie, c'est indigne. Alors on va de nouveau, il s'agit toujours de travestissement en politique, vous savez, on va de nouveau travestir en indignation d'honnêteté, ce qui est tout simplement une manœuvre politique. Et Péguy lui-même va dire, nous sommes en présence d'une nouvelle manœuvre politique. Jaurès fera à ce moment-là un discours admirable pour dire sera dupe qui voudra, sera complice qui voudra, je sais ce qu'il y a derrière le problème des fiches. À l'intérieur de son cabinet, Combes est un homme trahi. Il a été obligé de mettre aux finances, succédant à Caillot, Rouvier. Rouvier, c'est l'homme des banques. Rouvier, c'est quelqu'un qui a été commis de banque chez Zafiropoulos à Marseille, et qui va maintenant créer sa propre banque personnelle, qui s'appellera Banque parisienne de crédit pour le commerce et pour l'industrie. Alors quand Rouvier voit qu'il y a vraiment une menace du côté du cabinet auquel il appartient, une menace d'impôt sur le revenu, il va faire le termite, il va commencer à miner le ministère, le gouvernement, enfin, de l'intérieur. Et l'affaire des fiches va permettre à un homme comme Mirand, qui était autrefois, il n'y a pas longtemps, un socialiste, et qui maintenant regarde du côté de son avancement personnel, ça va permettre à Mirand de faire 2 interpellations successives. Dans la première, où il reproche au gouvernement Combes de ne pas s'occuper assez des problèmes sociaux, et la deuxième interpellation sur l'affaire des fiches, où il va lancer un mot qui aura un énorme succès. C'est un régime abject, écrit-il, un régime abject, qu'aucun honnête homme ne peut tolérer. Non, je me trompe. Il a parlé non pas d'un honnête homme, mais il a dit que les honnêtes gens ne peuvent pas tolérer. Et vous savez bien la signification politique du mot honnête gens, qui avait été créé par Lafayette. Ça voulait dire les possédants. Alors, de vote en vote, Combes voit tomber sa majorité. Au début de janvier 1905, il n'a qu'une majorité extrêmement faible, alors il décide de démissionner. Il démissionne fin janvier 1905. Qui est-ce qu'on met à la place? Qui est-ce que le centre-gauche met à sa place? Rouvier, l'homme des banques. Ça, on est tranquille. Avec Rouvier, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu. Par conséquent, une fois de plus, l'argent avait gagné. Et ce qu'avait dit Clémenceau en 98 se vérifiait. Ils seront toujours les plus forts.